Donc en fait, je vais vous expliquer le petit programme qu'on a prévu pour cette 1h30 de table ronde. Donc il s'agit d'une présentation des 4 expérimentations, une présentation générale du projet et des 4 expérimentations qui ont été menées cette année. Alors, il y aura un moment de questions pour le public à la fin, parce que, en fait, comme il s'agit de 4 expérimentations et qu'on voulait vraiment donner la place et que chaque groupe puisse partager à la fois la méthode et les acquis de cette année, on n'a pas pu avoir beaucoup de temps pour discussion, mais je vous invite fortement à venir nous rencontrer après, entre 17h30 et 18h, et même après la conférence de 18h, pour discuter davantage, si ça vous parle, si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas pu travailler ensemble aujourd'hui. Alors, pour introduire la table ronde, donc, je voulais dire 2 mots sur l'origine de ce projet. Donc, l'origine de ce projet se retrouve ici dans ma main. Ça s'appelle la charte du Verstollen, ce qui ne peut être volé. Donc, c'est un document qui pose les 10 principes d'une vie bonne. Alors, c'est un manifeste de philosophie et de design qui a été écrit par Cynthia Fleury, ici présente, avec Antoine Fenolio. Donc, Cynthia, philosophe, Antoine, designer, qui ont travaillé pendant 7 ans sur la question de comment le design se développe en fait comme étant un acte de création envers le soin, envers la question de prendre soin de ceux qui habitent le monde, comment ils habitent, etc. Donc il y a un cycle, tous les cycles des séminaires qu'ils ont menés pendant 7 ans, ils sont disponibles en ligne et ils traitent à la fois de la question de l'architecture, de la question du vivant, de la régulation, de la démocratie. Et c'est l'aboutissement de ce cycle des séminaires qui a donné lieu à cette charte. Alors, cette charte a été publiée en 2022 et elle a été lue par des personnes qui se sont associées à leur idée dans leur vie quotidienne, mais aussi par des gens qui étaient en charge des collectifs et qui ont eu envie de porter cette vision du soin dans leur collectif. Et la ville de Saint-Médard en fait partie. Donc c'est une convention que nous avons établie avec la ville qui nous a permis d'établir ce projet qui est à la fois donc un désir d'une rencontre entre cette volonté politique d'agir pour agir, que Stéphane vous parlera un peu plus tard dans la conférence, et aussi cette volonté de création et de philosophie portée par Cynthia et Antoine. Donc pour cette première année de travail, on a voulu passer au concret, parce que souvent, la théorie, elle paraît infranchissable, elle paraît inaccessible du point de vue du quotidien. Et donc, on a choisi 4 thématiques qui sont des thématiques du quotidien très fortes pour une ville comme Saint-Médard. Donc, l'essai scolaire, la question de l'EHPAD, la question du soin aux morts et la question de la citoyenneté. Et on a essayé d'établir avec la ville un travail d'expérimentation concret sur ces 4 thématiques. Et donc la première thématique que j'invite à venir nous rejoindre sur scène, c'est l'équipe qui a travaillé sur le thème de chez soi à l'EHPAD. Donc je vous demande de les applaudir. Donc ici avec nous, nous avons Sabine, qui est psychologue à l'EHPAD Simone de Beauvoir, Laurence, qui est coordinatrice, animatrice, et Stéphanie, qui est experte de soins narratifs, formée par le DU de la chaire des soins médecine narrative de Bordeaux, Florence, qui est philosophe, et Lucille, qui est designer. Pour commencer, avant qu'elles expliquent le projet et comment le projet s'est développé, je vais lire un tout petit extrait de la charte qui a été choisi par l'équipe comme étant l'extrait qui anime la volonté de mener un projet à l'EHPAD autour du soin et du design. Donc, page 9. L'autre, c'est noter les pages. Alors, j'y vais, 2 secondes. Alors, l'autonomie n'est pas un fait, mais un processus qui part du fait vulnérable et qui, grâce aux ressources portées par les milieux environnants,
et par soi-même se dégage de cette vulnérabilité, la rend réversible et capacitaire. Alors, Stéphanie, vous avez 3 heures. Non, c'était hier. Non, et Stéphanie, toi, tu as été la première à embarquer dans ce projet de soins narratifs à l'EHPAD. Est-ce que tu peux raconter un peu au public comment ce projet s'est développé? Oui, merci Marcella. À l'EHPAD, on a travaillé sur la notion de chez-soi. On s'est interrogé collectivement avec les résidents, leurs familles, les professionnels, au cours de plusieurs ateliers, une dizaine d'ateliers de soins narratifs, c'est-à-dire des ateliers qui se sont basés sur les récits d'expériences vécues, ce qu'on appelle aussi les savoirs expérientiels des personnes. On s'est interrogé sur ce que représentait se sentir ou pas chez soi dans un lieu collectif comme l'EHPAD. On n'a pas forcément choisi d'entrer, un lieu qui est aussi soumis à des normes de sécurité, d'hygiène, qui est un lieu aussi qui est soumis à des contraintes d'organisation des soins, qui est un lieu sanitaire en fait, où on prodigue des soins. Qu'est-ce que c'est que de se sentir chez toi et surtout comment on peut faire collectivement en fait pour améliorer ce sentiment et l'autonomie en fait du coup des personnes qui y vivent. Voilà, on a travaillé en développant différentes techniques narratives, comme j'ai dit, dont la médecine narrative. On s'est appuyé sur des œuvres littéraires et artistiques pour faire un peu un détour sur l'imagination, s'autoriser aussi le rêve, la créativité sur ce sujet, ne rien s'interdire. Et voilà, on a comme cela, au cours des ateliers, isolé une douzaine d'axes de travail qui se regroupent autour de 3 grandes demandes qui ont été formulées par les résidents et les professionnels pour se sentir plus chez soi à l'EHPAD Simone de Beauvoir. La première demande, c'est d'ouvrir les espaces, mais aussi les esprits, au sens d'autoriser davantage de choses. Par exemple, les résidents souhaitent qu'il y ait des animaux qui vivent avec eux et elles à l'EHPAD, qu'on puisse aussi, par exemple, ouvrir les salles de repas en dehors des heures de repas, parce que la salle à manger dans une maison, c'est le lieu un peu de vie central, en fait, où on fait en dehors des repas beaucoup de choses, les devoirs, les jeux de société, etc. On a travaillé, on a aussi isolé un axe sur l'embellissement des lieux, mais aussi de la vie, en organisant des événements festifs plus réguliers, en se retrouvant, en échangeant sur les parcours de vie. Et enfin, le 3e axe de travail porte autour de l'accueil. Améliorer l'accueil dans ces lieux qui sont des lieux quand même qui sont voilà, largement sanitaires. On parle d'unité 1, unité 2 en EHPAD. Alors pourquoi pas effectivement les rebaptiser, leur donner des noms de rues, leur donner des noms de lieux de villégiature, etc. On a parlé aussi d'appeler les résidents par leur prénom pour que chacun se sente plus chez lui et dans un lieu qui est le sien. Donc il y a des choses qui commencent à se mettre en place dans l'EHPAD qui ont déjà été débutées. Ce projet, il a aussi mis au jour un mouvement qui était déjà en place à l'EHPAD, mais il a aussi joué un rôle un peu d'accélérateur sur certains aspects. Et puis il y a d'autres choses qui restent encore à développer. Voilà, j'espère que j'ai pas... Merci Stéphanie. Et alors, Florence, toi, donc philosophe, tu es embarquée dans ce projet qui était déjà en cours avec la médecine narrative, ces axes dont parlait Stéphanie. Comment était ta participation? Qu'est-ce que ça t'a inspiré, produit? Alors effectivement, je suis venue sur le site de Simone de Beauvoir et je crois que j'ai envie de dire chez Simone. Tant l'endroit, le lieu suscite sans doute une adhésion. Avec pour but, en tant que philosophe, d'enquêter sur cette particularité, ce sentiment très particulier qu'on a tous, qu'on vit tous, qu'on a tous vécu. Comment faire d'un lieu étranger, d'abord, qu'on découvre, qu'on choisit, un lieu dans lequel on se sent bien. Et on sait tous combien c'est important pour une vie bonne de se sentir bien quelque part. Sauf que ce sentiment qu'on a tous à construire, à établir, et à éprouver, est-ce qu'il est mis à l'épreuve ou pas quand on intègre un EHPAD? Sauf que questionner en tant que philosophe, ça ne me semblait pas cohérent de le faire de manière touristique, entre guillemets, c'est-à-dire en y restant, en y venant 1 heure ou 2, même en venant régulièrement, ça ne me semblait pas être le meilleur moyen pour saisir, pour sentir, pour évaluer la possibilité ou pas d'être chez soi. Donc j'ai choisi, ou j'ai en tout cas proposé,
vite arrivé l'idée de rester longtemps dans l'EHPAD. Et j'ai demandé effectivement si je pouvais rester le temps d'une nuit. Parce que si peut-être en journée, on peut se sentir quelque part bien, la nuit peut représenter un temps d'épreuve, peut-être, ou en tout cas de mise en fragilité, de ce qui peut-être déjà en journée serait fragile, ou en tout cas oui, ténu. Et ce temps long permet aussi d'interroger et de comprendre hein, que se sentir chez soi, ça n'est pas automatique, c'est pas juste occuper 4 murs qui nous sont attribués, c'est s'y investir, c'est s'y installer. Et dans cette voilà, question que bien des philosophes hein, traitent et développent, la chance d'être resté un peu plus longtemps que la simple visite à l'EHPAD a permis une rencontre pardon, assez étonnante pour moi et touchante. Arrivée dans l'EHPAD, je ne m'y sentais pas chez moi, même si j'avais une chambre. J'ai donc commencé par arpenter les couloirs, m'interdisant de rentrer dans une chambre, qui est quand même le lieu de l'intimité, sans y être invitée. Donc je pensais errer longtemps comme ça dans les couloirs, avec les équipes, à suivre leur travail, etc. Sauf qu'une dame est venue vers moi en me disant, un peu sous le ton de la confidence, qu'elle venait d'arriver à l'EHPAD et qu'elle allait y rester une nuit parce qu'elle n'avait pas le choix, mais qu'elle y partait. Enfin, elle me l'a pas dit comme ça, elle m'a dit demain je me barre. Bon. Et je lui ai dit, en fait, moi aussi je viens d'arriver et demain aussi je pars. Et sur ce malentendu, enfin sur cette rencontre fortuite, hasardeuse et heureuse, a commencé pour moi une enquête plus, on va dire, fouillée d'une certaine manière, mais surtout humaine. Marie-France, parce que c'est son prénom, m'a invitée dans sa chambre. Elle s'est demandé comment faire pour faire rentrer ses affaires dans le dressing qu'elle découvrait. Elle pensait que tout ne rentrerait pas. Et ça, c'est important aussi, quelles affaires on apporte dans un lieu qui nous est étranger. Finalement, tout est rentré. Marie-France fume, mais où fumer? Elle n'avait pas le droit dans sa chambre, donc il a fallu ensemble qu'on découvre, qu'on arpente. Bref, on s'est accompagnés mutuellement, moi dans la chance d'être avec elle, et puis voilà, on s'est donné rendez-vous pour aller ensemble dans des endroits qui pour nous deux finalement étaient étrangers, et pour lesquels on s'est, le temps d'une rencontre en tout cas, approprié. Si le terme d'accueil a été mis en avant par les ateliers narratifs, ils l'ont été doublement. Enfin, en tout cas, il y a eu aussi accueil d'une personne, moi en l'occurrence, pendant une nuit. Et merci encore vraiment à l'équipe et aux résidents pour cet accueil. J'aimerais juste peut-être terminer sur le sens du mot résident. C'est comme ça qu'on appelle les personnes qui s'installent dans un EHPAD. Ça évoque aussi le temps long, hein, la résidence. Néanmoins, est-ce que la résidence ne renverrait pas un séjour peut-être temporaire, ou en tout cas limité dans le temps? Je me demande en tout cas si le terme d'habitant ne serait pas à mettre en avant. En tout cas, c'est une des questions peut-être qu'on pourrait avoir à découvrir ou à poursuivre. Merci Florence. Alors, pour terminer cette partie de l'équipe, donc Lucille, tu es designer, c'est toi qui as mis en perspective les témoignages, les photos faites par Florence qui sont dans l'exposition que vous trouverez au tout début du parcours d'exposition de projet. Comment ça a été pour toi, en quelques mots, cette expérience de mettre en perspective le travail qui avait été commencé avec Stéphanie et Florence? Alors c'est vrai qu'après tous les ateliers qui ont été faits, les ateliers narratifs, il y avait beaucoup de contenu. Et donc l'idée c'était de pouvoir traduire et de retranscrire toutes les idées et tous les projets, parce qu'il faut le dire aussi, il y a des projets qui sont déjà commencés, on gratte, on essaye. Donc le but était de mettre en avant que des choses commencent à se mettre en place, et ce qu'on souhaite c'est pouvoir accompagner ces projets pour vraiment les mettre en valeur, pouvoir vous montrer pouvoir montrer à tout le monde ce que les résidents et ce que les professionnels souhaitent et leurs rêves. Super.
Merci beaucoup, Lucille. Alors, je vais donner la parole à Sabine et à Laurence, qui ont vécu cette expérience, qui ont accepté ces défis de faire cette expérience avec nous. Comment vous l'avez vécu, ces 9 mois d'expérimentation du chez-soi que nous avons démarré avec ce projet? Le micro est allumé. Okay. Le micro est allumé. Alors, nous, on va vous présenter un petit texte qu'on a écrit à partir des paroles de résidents et de soignants qui ont été récoltées pendant les ateliers animés avec Stéphanie. EHPAD. E-H-P-A-D. Environnement. Oh, mais laissez-moi dormir. Pourquoi je suis là? Admission, car seul chez moi, trop dangereux. Donnez-moi le numéro de ma fille, elle va venir me chercher. EHPAD. E-H-P-A-D. Ensemble pour une hospitalité des personnes que nous accompagnons vers une nouvelle destinée. EHPAD. E-H-P-A-D. Être heureux parmi les autres décrépits. Parole de résident. Moi, j'avais un chat. Il était intelligent. Quand je faisais de la couture, il mettait sa patte sur mon ouvrage. Pourquoi nous n'aurions pas de chat à l'EHPAD? Et pourquoi pas un aquarium? Les cagouilles. Mon grand-père, il en mettait plusieurs dans une coquille. Mon mari, il les ramassait par 500 ou 600. Moi, une fois, j'en ai cuisiné 2000. Ici, on mange très bien, même trop des fois, mais il n'y a pas assez de frites. Ça pourrait être plus accueillant s'il y avait des plantes vertes ou des fleurs dans les couloirs, même dans les salles à manger, ou une fresque sur le grand mur blanc du fond. Ça mettrait un peu de couleur. J'aimerais bien un petit salon cosy là, sous l'escalier. Nous pourrions y prendre le café le midi. Je ne vois pas la dame de l'accueil. Elle est cachée derrière son comptoir. Pourtant, elle est souriante. Chez ma grand-mère, on faisait bouillir le linge sur la cuisinière. On faisait des bouquets de lavande pour parfumer les draps dans les armoires. Parole de soignant. Quand les résidents et les résidentes parlent de chez eux, ce n'est jamais de l'EHPAD dont ils parlent. Leur maison, dans leur esprit, ce n'est jamais l'EHPAD. Que faire pour qu'ils et elles retrouvent un peu ce sentiment d'être chez soi? Mettre les plats sur la table et non pas servir à l'assiette. Les résidents en parlent, c'est comme à la maison de mettre le plat sur la table. Mettre de jolies nappes. Ouvrir les salles à manger toute la journée. Prendre le petit déjeuner en pyjama. Rebaptiser le nom des unités et personnaliser les portes des résidents et les couloirs. On pourrait appeler les couloirs rue de la plage, rue de la forêt et les redécorer en fonction du thème. Il faudrait rendre les couloirs différents pour mieux se repérer. C'est un vrai labyrinthe. Unité, ça fait très psychiatrie. Prison, c'est enfermant. Parfois, les résidents attendent toute la journée. Ils attendent quelqu'un qui ne viendra pas. Et à force d'attendre, ils ne savent plus ce qu'ils attendent. En bout de couloir, une station de train avec un banc et une grosse horloge comme dans un hall de gare pour habiller l'attente, lui donner corps, pour habiter l'attente. Une chambre vide, c'est triste. Quand il n'y a pas de famille pour décorer la chambre, qui pourrait le faire? Enlever nos blouses, ça fait hôpital. Mettre des blouses de couleur, des t-shirts de couleur. Abattre la cloison de la tisanerie. L'ouverture est étroite. Si la pièce était plus ouverte, les résidents iraient davantage. On va tout casser, on va tout redécorer. On a choisi le thème ensemble, ce sera ambiance bord de mer. Célébrer les morts. Avoir un endroit pour se recueillir quand une vie s'achève. Des jardinières au balcon. Des fleurs qui sentent bon. Un potager, un jardin thérapeutique. Des herbes aromatiques.
Un salon pour écouter de la musique qui sort des murs. EHPAD, E-H-P-A-D. Établissement de rêve, humain. Pensez à nous. Aidez nos projets. Don de soi et bénévolat. Nous avons besoin de vous, de vos talents, pour nous aider à mettre en œuvre nos projets. Nous sommes un établissement ouvert sur la cité et nous attendons votre visite. Merci. Merci beaucoup, Sabine, Laurence. Merci pour votre engagement dans ce projet. Très émouvant. J'espère que vous avez pu sentir ce qui a été pour nous cette découverte du chez soi. Et Florence, tu as pu dormir à l'EHPAD. Est-ce que d'autres ont envie de peut-être aller dormir à l'EHPAD, peut-être découvrir? Donc vous pouvez appeler l'EHPAD, organiser vous-même vos séjours. C'est pas encore sur Airbnb, mais ça pourrait venir. Et en tout cas, chez soi, c'est ça que ça se constitue. C'est comme ça, quelque part, n'est-ce pas? C'est de s'y présenter. Oui. Et d'ailleurs, vous êtes tous attendus samedi pour le vide-grenier. Voilà. Vide-grenier samedi. Merci beaucoup. Et je vous remercie. Et je vais appeler le deuxième groupe à venir se présenter, les groupes du soin aux morts. Donc, nous avons ici Lucie, expert funéraire, notre grande dame de la mort, pour ainsi dire. Tiffaine, ethnopaysagiste, qui donc forme avec Lucie le binôme qui a travaillé sur le projet et qui a produit la bellissime cartographie de la mort que vous retrouvez dans la petite exposition, mais pas que, elles vont expliquer ça. Et Élise, qui est responsable du service funéraire et population citoyenneté à la ville de Saint-Médard. Je vais commencer pareil que pour l'EHPAD, je vais commencer cette table ronde par citer l'extrait de la charte. Donc il y a un point dans ce qui ne peut être volé qui s'appelle le soin aux morts. Et ces points, il est très inattendu bien souvent parce que les gens ils pensent que ceux qui sont morts sont partis, pourquoi on s'en occupe? Alors que quand on vit la mort dans sa vie, on sait que c'est quelque chose qui prend une place assez importante. Et donc, je vais lire l'extrait de la charte qui démarre la question du soin aux morts. Alors, limiter les soins aux vivants est une hérésie. L'expérience pandémique n'a fait qu'aggraver ce que nos modernités invisibilisent chaque jour, à savoir les morts et nos morts plus personnels, plus familiers. Rendre l'absent présent, le symboliser, le commémorer n'est pas assimilable, mais les deux sont souvent essentiels à la consolidation du sentiment humaniste. Lucie. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter à l'Assemblée ici réunie comment ce projet s'est déroulé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces derniers mois? Et comment ça a été pour toi de vivre ce projet à Saint-Médard? Alors, on a commencé en rencontrant d'abord l'équipe de la municipalité qui s'occupe des funérailles, du funéraire plutôt, donc l'administratif funéraire. On a constaté en premier lieu, parce qu'au tout début, on avait cette idée des alternatives de sépulture régénératives, un petit peu les cimetières forêts, et on a rapidement constaté que la méconnaissance générale de la mort était en soi une absence de soins. Donc c'est la raison pour laquelle on a voulu partir sur cette idée de cartographie et cette idée d'immersion et de co-création avec tous les parties prenantes qui sont à la fois les conseillers, les accompagnants. Donc on a regardé ce parcours comme étant quelque chose de plus vaste que juste la mort. En fait, c'est le parcours vers la mort, c'est le parcours après la mort, c'est la commémoration. Donc on a eu en premier lieu une immersion où on a rencontré une trentaine de personnes, donc à peu près 18 professionnels, notamment on a rencontré Laurence
qui était à la table précédente, et l'équipe de l'EHPAD. On a rencontré des accompagnants de l'ADHM. Je ne vais pas lister tout le monde, sinon les 5 minutes passeront. On a rencontré... Mais c'est intéressant de dire que vous avez rencontré le curé. On a rencontré le curé, on a rencontré des personnes au Café Mortel, on a rencontré les jardiniers du cimetière, on a rencontré vraiment tout cet écosystème de la mort. Et en extrayant ça, on a ensuite pu créer cette cartographie dont Tiffany vous parlera. Je ne vais pas parler de cet aspect-là. Et ensuite co-créer avec ces professionnels en premier lieu et ensuite avec les particuliers de façon à imaginer en fait qu'est-ce que c'est que le soin aux morts, parce que on travaille sur cette thématique sans partir avec une réponse préalable. C'est qu'est-ce que c'est pour les habitants de Saint-Médard-en-Jalles que de soigner la mort. Qu'est-ce que c'est que de commémorer. Comment est-ce qu'on converse. Donc on a un peu 3 thématiques centrales qui sont converser, célébrer, commémorer. Donc dans quels espaces, à quel moment, comment est-ce qu'on fait ça. Est-ce qu'on peut amener des solutions ou des dispositifs dans la ville. Et on est ouvert aux propositions et aux engagements de tout le monde, parce que c'est quelque chose qui, avant tout, nous concerne tous. On va tous mourir un jour. Et on a tous, plus ou moins, de façon plus ou moins proche, perdu des proches. Et voilà, je ne sais pas si... C'était très bien. Alors, du coup, je profite pour dire que l'ensemble des projets, ils ont été documentés dans des carnets expérientiels que vous pouvez retrouver à partir des QR codes. Donc, on n'a pas pu tout mettre sur l'exposition. Bon, donc, la méthodologie qui a été utilisée, les entretiens et beaucoup de choses qui sont sorties sont présentes dans ces carnets. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on fait un point d'étape sur ce projet qui recueille énormément de données et qui va poursuivre pour la suite avec des expérimentations plus ou moins concrètes. Alors, Tiffany, donc ethno-paysagiste. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça a consisté ton activité dans ce projet et comment tu l'as vécu? Oui, alors moi je suis de formation quand même designer, mais derrière paysagiste. Et donc l'ethno-paysagiste, j'en parle comme la manière de raconter nos relations avec les paysages et les vivants qui habitent. Mais pour qu'il y ait des vivants, il y a aussi des morts. Et donc cette thématique m'intéressait sur notamment les lieux qu'on propose, comment ces lieux sont assez forts pour l'instant et déjà très concentrés sur les cimetières actuellement dans nos villes. Mais finalement, on l'a vu avec Lucie dans l'immersion, il y a beaucoup de lieux qui nous accueillent, des lieux intimes, des lieux publics, qui, à un moment donné, réagissent sur nous et font qu'on a des émotions plus ou moins apaisées. Et donc, c'est sur cet axe-là aussi qu'on a voulu un petit peu... enquêter. Et donc, on est parti sur cette cartographie du parcours du mortel. Donc, au début, on était sur le parcours du défunt. Et puis, comme on a dit, on a vraiment élargi ça pour autant avant le décès qu'après le décès. Et sur quelles sont une manière sensible aussi de voir à Saint-Médard-en-Jalles les lieux, les objets et surtout les gens qui nous accueillent. Et donc, on a voulu rassembler aussi, déjà identifier quelles sont ces structures dans la ville, quelles possibilités on a, quelles choses aussi souvent on ne connaît pas, quelles sont les relations entre ces structures-là, quels soins elles apportent déjà, quels soins on pourrait consolider ou amener un peu plus. Donc, on a vraiment cette première carte qu'on a imaginée comme un moment quand même assez décisif du décès qui est comme un pavé dans la mare et qui va créer une onde derrière d'étapes du deuil un peu précises, mais pareil, qui est parsemée de vécus, d'expériences, autant de personnes citoyennes comme vous et moi que de professionnels autour du funéraire. Et puis, on a voulu quand même analyser un petit peu quels étaient les points qui ressortaient où on pouvait un petit peu plus amener de soins, de bienveillance, d'accompagnement,
Et donc de donner aussi déjà un petit peu des pistes d'action pour les prochaines années qui pourront être développées par la suite, mais aussi selon notre engagement alors, citoyen, public et professionnel. Et voilà, sur les outils en fait, que j'ai représentés, on a conçu ensemble, et qui sont déjà un premier pas aussi sur une manière d'apporter des réponses et de consolider un petit peu ce rapport-là qu'on n'a pas souvent avec la mort, et de pouvoir déjà un petit peu se poser les questions de mais qui c'est avec qui je vais être en dialogue, où est-ce que je vais aller, comment vont être ces lieux. Voilà, c'est vraiment des premières pistes aussi en tant que vivant d'appréhension du sujet de la mort. Merci Tiffaine. Et je pense que ce qu'il faudrait dire aussi, c'est qu'au départ, ce sujet de la mort, on ne savait pas exactement ce qu'on pouvait faire dans la ville, puisqu'on ne connaissait pas donc, l'écosystème, comme disaient Tiffaine et Lucie. Il fallait un peu établir les chemins et les pistes de travail. Mais il y a une action qu'elles ont tout de suite proposée à la ville, qui en fait au départ, pour nous, c'était une manière d'investiguer ces choses-là, qui s'appelait le café mortel. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant dans le soin, c'est que parfois quelque chose qui n'est pas forcément pensé pour devenir une action de soin, mais si c'est pensé envers le soin, ça produit du soin. Et je pense que j'aimerais beaucoup entendre Élise sur les retentissements des cafés mortels et plus largement comment ça a été d'embarquer dans ce projet. D'ailleurs, on te remercie vivement d'avoir accepté de mener avec nous. Bonjour à toutes et tous. Alors c'est une expérience qui a été très enrichissante et avant tout très humaine, puisque mes filles sont parties sur vraiment une étude des acteurs sur cette thématique, sur une thématique qui n'est pas facile en plus à aborder. Et je remercie Lucie et Tiffaine, puisqu'elles ont abordé ça tout en douceur et bienveillance. Donc c'est vraiment la première étape, cette rencontre des acteurs. C'est la première fois qu'on réunit les acteurs concernés par cette thématique en amont et après. Donc on a rencontré des acteurs qu'on connaît bien, mais dans un autre contexte, comme les pompes funèbres, mais aussi d'autres acteurs donc, qui sont plus en amont, comme l'EHPAD, les aides à domicile, ou encore le curé. Voilà, donc des acteurs qu'habituellement on ne convie pas forcément. Et puis la grande nouveauté, c'était la parole à l'usager sur cette thématique qui est difficile, et d'où le café mortel mis en place. Je pense que tous les participants à ce café ont aimé l'expérience et souhaitent la réitérer. Ça a vraiment permis de dialoguer sur cette thématique difficile de façon sereine et bienveillante. Après, concrètement, moi, ça me permet de concrétiser aussi et de me dire qu'on est sur des bons chemins aussi au niveau de la mairie, puisqu'on réfléchit à des actions de communication et on voit qu'il y a un besoin à ce niveau-là. Donc, et notamment par le café mortel, qu'on pourrait développer, même chercher d'autres publics, même des publics plus jeunes, sur ce sujet. Et ce café mortel permet de libérer la parole, puisque faites un test chez vous, en réunion de famille ou avec des amis. Vous allez bien aujourd'hui? Vous avez fait quoi hier? Eh bien, j'étais à une conférence, on a parlé de la mort. Et moi, je le fais régulièrement, puisque comme c'est dans mon métier, quand on me dit « c'est quoi ton travail ?» Donc j'aborde, je dis je travaille avec la thématique des cimetières. J'ai pas de questions derrière. Et c'était intéressant, t'as passé une bonne journée. Alors qu'en fait, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de projets. Et puis, c'est d'autant plus intéressant que les choses évoluent. Il y a des nouveautés qui émergent aussi sur des nouvelles envies d'encadrer la mort et de rendre hommage à nos morts et de nouvelles sépultures. Donc à Saint-Médard-en-Jalles, on ne pourra pas faire comme à Miami un cimetière sous-marin, ça c'est certain. Mais il y a d'autres choses qui peuvent se développer.
Et donc, c'était aussi l'occasion d'évoquer ces sujets-là et de commencer à voir les acteurs aujourd'hui, les usagers, est-ce qu'ils ont cette demande puisque ça arrive un petit peu partout en France, une montée, un souhait d'avoir des enterrements plus naturels, un retour à la nature, une partie aussi écologique, mais voilà, un retour un peu plus aux sources. Et puis, d'autres personnes préfèrent vraiment les modes plus traditionnels. Donc, ça permet un premier échange sur ces thématiques. Merci beaucoup. Et donc, vous retrouverez dans la cartographie, dans le travail qui a été fait par l'équipe des soins aux morts au global, la vision aujourd'hui que l'équipe a pu recueillir sur quelle est la perspective de la mort à Saint-Médard-en-Jalles. C'est un travail inédit. Il y a très peu d'endroits où vous retrouverez une vision de la mort aussi étendue, qui parle à la fois de l'enterrement, du parcours, du deuil, des symboles. Donc c'est à la fois un travail inédit, en même temps très précieux parce qu'il a été tout illustré par la perspective sensible du paysagisme et du dessin de Tiphaine, et qui permet aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe quand il y a ce pavé dans la mare qui tombe. Donc je vous invite vraiment à découvrir le cahier espérantiel et la cartographie qui est présentée dans la petite exposition. Merci beaucoup. On les applaudit. Alors, moi, pour le prochain moment, qui est sur le Parlement du soin, je vais inviter Antoine qui va prendre ma place ici. Donc, je ne me suis pas présentée, je pense. Donc, Antoine Fenolio, designer, qui est co-auteur de la charte du Feuchtollen avec Cynthia. Donc, moi, pour ce projet à Saint-Médard, donc, je m'appelle Marcella Mussy, je suis ingénieure psychanalyste. Et j'ai eu la charge de l'ingénierie du projet. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pilote aussi la table ronde. Et pour le Parlement du soin, Antoine et moi, on était un peu les deux personnes en charge de coordonner cette expérimentation. Et Antoine, je te propose de nous rejoindre avec Jérémy, qui a été le designer, qui a mis en perspective la fresque du Parlement du soin, avec Bruno Cristofoli, qui est l'élu en charge de la participation citoyenne, avec Sophie, directrice adjointe à la mairie, et avec Bruno, habitant. Merci beaucoup. Donc, du coup, je vais passer la parole à Antoine, qui va présenter la démarche et qui va coordonner cette petite table ronde. Comme ça, vous pouvez vous installer. Bonjour Bruno. Salut. Je te laisse installer. Comme ça, tu Oui, bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup Marcella pour l'animation de cette table ronde. Alors en fait, vous avez vu dans les différents sujets qu'on a commencé à aborder, que ce soit l'EHPAD, si vous avez vu les petits designers, si vous êtes arrivé un petit peu tôt avec l'école primaire, que ce soit aux soins aux morts. En fait, à chaque fois, il y a quelque chose qu'on essaye de mettre en place. C'est une perspective qui permette à un habitant, des élus, des agents, des enfants, qui veut, de prendre en main quelque chose de façon citoyenne et de rentrer dans un mode de faire ensemble pour améliorer une situation, prendre soin d'un endroit, etc. Donc, quand on a commencé à mettre en place ces expérimentations dont on vient de parler, on s'est posé une question qui était de dire, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on essaye d'écrire un petit peu le protocole citoyen qui permet à chacun d'entre vous de se dire, ah tiens, moi j'ai envie de m'investir dans le prendre soin de telle et telle chose, comment je peux faire? Comment je peux avoir le soutien citoyen, le soutien de la mairie, le soutien de l'institution, le soutien de la ville, tout simplement. Et on a décidé de rentrer dans cette expérience, de voir si on pouvait créer un Parlement du soin. Alors le Parlement du soin, le mot, il est sorti de façon un peu générique.
assez simplement. Mais il a quelque chose que vous verrez sur l'exposition, qui est de dire, c'est un parlement, ce qu'on a appelé un parlement debout. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une instance de décision, c'est une instance qui aurait la force de pouvoir aussi faire les choses. Donc, une communauté identifie quelque chose dans la ville dont elle a envie de prendre soin et est soutenue pour pouvoir faire les choses, expérimenter des manières de prendre soin, comme on l'a fait sur le soin aux morts, l'EHPAD, l'école et demain, j'espère, d'autres terrains. Donc pour ça, on a travaillé avec une quinzaine de personnes en forme d'ateliers. Donc c'était des ateliers collaboratifs et je les remercie beaucoup parce que c'était, pour que tout le monde soit disponible, c'était le soir. Et on a fait des étapes un peu voilà, assez robustes pour essayer de se dire, mais en fait déjà, c'est quoi prendre soin? Donc on est passé par tout un moment d'études, notamment de certaines formes d'éthique comme les éthiques du CARE, et puis comment on pourrait mettre en œuvre un programme de se prendre soin pour la ville. Et au fur et à mesure, on a abouti à une grande fresque avec différentes étapes que vous pouvez trouver au milieu du parc ici, là, et qui a été illustrée notamment par Jérémy qui nous a accompagnés là-dessus. Donc peut-être on va faire les choses un peu à l'envers, c'est-à-dire laisser la parole à Jérémy à la fin et avoir un peu votre retour sur l'expérience que vous avez vécue, Bruno, pour commencer par exemple, notamment en termes d'élus. Comment toi tu as ressenti les choses, vécu les choses et qu'est-ce qui t'a intéressé? Et j'aimerais notamment avoir la perspective que tu te donnes par rapport à une application que tu as qui est sur la démocratie participative et de voir comment ça amène quelque chose peut-être de différent, d'essayer de réfléchir avec cette question du prendre soin. Oui, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si j'ai pris soin de moi aujourd'hui, je suis parti très tôt de 7, mais ça va. Je suis content d'être arrivé juste à l'heure. Alors c'est rigolo parce que dans le sous-titre qu'on a eu de la conférence, c'était prendre soin, c'est agir pour la démocratie. Et moi, ça fait à peu près 10 ans que j'essaye de me dire il faut faire démocratie pour prendre soin. Un peu dans l'autre sens. Et finalement, je trouve que ça se recoupe assez bien. Il y a des choses intéressantes. Donc moi, je suis en charge de la vie démocratique de la commune. On essaye de faire beaucoup de choses autour de la participation des habitants dans tout ce qu'on fabrique depuis 5 ans. Et moi, ça fait 10 ans que j'expérimente un peu ça aussi, un peu partout en France. Donc, je vois un peu les expériences et les possibilités qui s'offrent à nous. Et dans ce que j'ai vu, il y a plusieurs clés de réussite. Et il y a notamment, tu l'as dit Antoine, il y a le rapport à la décision. Donc comment on s'inscrit dans ce rapport à la décision entre les habitants, entre les élus, entre les agents, comment on mélange tout ça pour justement dans un parlement du soin potentiellement prendre des décisions collectives et puis ensuite pouvoir les réaliser, parce que je trouve que c'est aussi l'intérêt de ce parlement du soin debout. Pour aller un peu plus loin. Voilà. Donc il y a ce rapport à la décision, il y a la facilitation, ça c'est quelque chose de vraiment important pour pouvoir faciliter ces temps de travail, parce qu'on a fait beaucoup de choses à Saint-Médard sur des groupes d'études projets, sur une convention citoyenne, et on a vu que bien sûr il faut prendre soin du groupe qui est en train de travailler, mais il faut prendre aussi soin de chaque individu à l'intérieur du groupe. Et comment on se ramène à beaucoup de points de la charte du Verstollen quand je dis ça. En tout cas, moi, ça m'évoque beaucoup de choses. Le droit au silence, l'écoute active de chacun pour construire collectivement des choses. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je mets en rapport avec ce qu'on a vu dans ce Parlement du soin. Et puis, j'ai lu, alors Jérémy nous en parlera tout à l'heure, attentivement, parce que j'ai découvert les derniers éléments de la fresque telle qu'elle est bâtie. Et moi, il y a des choses qui me parlent beaucoup dans ce qui est marqué là-bas. Concevoir les solutions ensemble et autoriser le droit de les expérimenter. Confier l'art des règles à ceux qui les vivent. Donc moi, ça me parle beaucoup, c'est-à-dire créer ensemble des règles, alors pas en dehors des institutions, bien évidemment, mais créer ensemble des règles. Et puis que les citoyens prennent part aux réflexions politiques et aussi à leur mise en œuvre concrète. Donc tout ça, moi, ça me parle complètement, et c'est en lien avec ce qu'on fait. Pour moi, ça veut dire que ce Parlement du soin, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de
le concrétiser, de le mettre en œuvre dans les mois qui viennent. Là, on a fait une première étape. Ça veut dire que c'est demain parler budget avec les habitants, c'est décider des projets collectivement, les expérimenter, les réaliser. Voilà, c'est tout ça que ça veut dire. Voilà, moi, donc je termine par cette pirouette là du début. Pour moi, faire démocratie, c'est prendre soin, et prendre soin, c'est agir pour la démocratie. Donc voilà, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Merci beaucoup Bruno. Alors on a la chance d'avoir un autre Bruno qui a... voilà. Alors Bruno, en tant que citoyen de la ville, tu as participé à cette démarche et il y a quelque chose aussi qui nous a beaucoup intéressé dans ta présence, c'est que tu étais aussi par ailleurs dans un groupe d'études projet, donc qui est quelque chose qui existe et qui fonctionne dans la ville depuis un petit moment et qui était sur la thématique rafraîchir la ville. Donc peut-être par rapport à cette double expérience, ça peut être intéressant d'avoir ton regard sur justement comment ça peut enrichir aussi un groupe d'études projet que de prendre les choses avec cette spécificité d'un regard sur le fragile, le prendre soin, cette attention qu'on cherche à donner dans ce Parlement du soin. Oui, merci beaucoup Antoine, et puis bonjour à tout le monde. Donc c'est vrai que j'ai la lourde responsabilité de représenter le groupe sur Rafraîchir la ville, dont il y a beaucoup de participantes et de participants donc, que je salue aujourd'hui. Et c'est vrai que finalement ces deux démarches ont apporté de l'eau au moulin de chacune. Le groupe Rafraîchir la ville, finalement, par rapport aux autres projets qu'on a vus aujourd'hui, ça peut être un groupe un peu plus léger, un peu plus sur la question de la nature. En 2 secondes, je vais dire comment il a travaillé, sur quel site il a travaillé en fait. On s'est réunis 4 fois, donc vraiment une journée de visite sur place, donc c'était vraiment un groupe appliqué pour trouver des solutions et sélectionner des lieux où se rafraîchir quand il y aura donc des canicules. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un jour un petit peu inspirant, hein. Vous pouvez voir qu'il fait assez chaud et c'est des choses qui vont se passer de plus en plus. On a sélectionné 3 sites, donc pour ça déjà c'était très participatif et je remercie la ville. Donc, parmi ces sites, le site Monceau qui est le parc de sport, donc un site très utilisé, à Maguda, c'est un autre site, et puis le 3e lieu qui est le lieu dans lequel vous êtes aujourd'hui et qui est un lieu absolument incroyable, le parc du Bourdieu. Et donc pour parler de la nature, vous voyez aujourd'hui on est entouré d'arbres. De toutes sortes. Tout à l'heure, on parlait du soin aux morts. Il y a même des arbres morts. Vous avez un très grand robinier qui est mort là et qui nous regarde. Et à son pied, il y a des rejets de robinier. Il y a un énorme catalpa. Voilà, je pourrais vous faire toute la liste, mais je ne vais pas vous prendre de votre temps là-dessus. Mais c'est très très poétique. Et donc ce groupe-là était très appliqué, très géographique. Et donc on est sorti grâce à la confiance de tout le monde avec des propositions d'aménagement sur ces 3 lieux qui sont des lieux très très fréquentés par les habitants de Saint-Médard. Et même les habitants autour de Saint-Médard, pour les rendre plus frais. Et dans cette démarche, le Parlement du soin, c'était l'occasion de prendre de la hauteur et donc d'apporter cette expérience-là à la question prendre soin à quoi? Alors ça peut être prendre soin des arbres, ça peut être prendre soin des gens. Et ce que la démarche a créé un peu en parallèle de ce qui avait été créé sur Rafraîchir la ville, c'est vraiment une idée que c'est prendre soin du groupe, c'est-à-dire effectivement de l'écouter et d'être fidèle par rapport à ce qu'il a créé, même si dans le Parlement du soin, il n'y avait pas de choses vraiment concrètes. Vous voyez, c'est encore en chantier, donc c'est hyper intéressant aussi parce que c'est potentiel. Et puis, de permettre à chacun de savoir qu'on a le droit de s'autoriser collectivement à s'intéresser. Ça peut être à s'intéresser à des paysages particuliers que certains vont trouver banals et puis que d'autres vont trouver très intéressants comme des ronds-points ou des paysages auxquels on se rend très souvent. Donc c'était vraiment très intéressant parce que ça mettait finalement des mots et des idées sur ces questions de partage. Et donc, finalement, Rafraîchir la ville a été très appliqué, très géographique et parlait vraiment de ces lieux. Et le Parlement du soin nous donnait, la démarche nous donnait vraiment de la hauteur, mais sans non plus trop intellectualiser les choses. Et là, grâce à l'application du design, quoi. C'est-à-dire que finalement, à chaque fois, à chaque séance suivante, on avait une mise en forme des idées qu'il y avait eu, qui avait été très importante par l'équipe des designers, pour finalement comprendre ce qu'on avait dit la dernière fois. Parce que c'est vrai que quand on lit finalement la charte du Verstollen, la première fois, c'est un peu compliqué. Donc, ça a été une aventure ensemble. Et on a l'impression que c'est une aventure, c'est un épisode 1 avec peut-être de nombreuses saisons. Voilà. Je ne vais pas être plus long. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait participer les riverains comme moi.
Merci Bruno. Alors c'est vrai que dans le travail qu'on a fait avec tout le monde, on a fait un petit exercice qui s'appelle arpenter. Donc on a fait un arpentage de la charte. On a fait une lecture commune de certaines pages. Et là, l'intérêt de l'arpentage, c'est pas d'être des savants et de savoir ce qui a été lu sur la page, mais plutôt d'être capable d'avoir un ressenti sur qu'est-ce qu'on ressent quand on lit ces mots. Et souvent, on a toujours l'impression que cette philosophie, elle peut être un peu distante par certains termes, mais on se rend compte que quand on accepte de parler de ses émotions, notamment sur la question du prendre soin, il y a plein de choses assez belles qui arrivent. Et puis sur la question des gens qui s'intéressent à des choses différentes, tu as parlé des ronds-points ou alors au contraire d'un bois, c'est une phrase que j'aime beaucoup de la charte qui est « on prend soin de ce qui nous inspire » en fait. Et je pense que c'est vrai pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'on prend soin bien sûr de quelque chose qui nous est aussi très individuel, très personnel, très intime, par une expérience, par un souvenir, par un intérêt. Et d'un coup, on a une énergie par rapport à ça qui est complètement différente et qu'on aime beaucoup soutenir par ce genre de travaux, notamment sur le Parlement du soin. Alors peut-être un dernier témoignage issu aussi du terrain. Tu peux peut-être nous raconter, Sophie, comment toi aussi tu as vécu les choses, et notamment, sans trahir de secret, j'aime ton pragmatisme quotidien qui a accompagné à chaque fois nos étapes. Et voilà, je suis très curieux de voir comment toi tu as vécu les choses. Merci, bonjour tout le monde. Déjà, dans un premier temps, ce travail, je veux dire que ça nous a un peu bousculés, nous, les agentes et les agents, parce que c'est une manière de travailler différente. J'avais bien aimé, c'était toi qui l'avais dit, il y a les ingénieurs et les designers. C'est deux manières de travailler, de penser, mais au final, ça se rejoint. Et nous, c'est vrai qu'on est plutôt en mode un peu ingénieur. On nous passe une commande, il faut qu'on trouve les solutions pour arriver à réaliser cette commande. Et les designers, c'est vraiment orienté sur le besoin, sur les expériences des utilisateurs. Et du coup, c'est hyper complémentaire. Et c'est ça que moi, je me suis vraiment rendu compte de ça au fur et à mesure des travaux qu'on a pu mener ensemble. Et du coup, c'était très enrichissant au niveau de nos pratiques aussi à nous. Ça nous remet aussi un peu en question et ça nous permet d'évoluer. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et pour le coup, c'est aussi intéressant par rapport à ce qu'on fait avec Bruno et aussi Loïc et ses équipes sur nos réflexions de participation citoyenne. Et j'ai bien aimé, quand on a parlé du Parlement du soin, de comment faire avec les habitants. On peut avoir des cadres un peu institutionnels aujourd'hui et on voit que ce n'est pas forcément comme ça qu'on peut attirer les habitantes et les habitants. Donc est-ce que ce n'est pas aussi des manières de réfléchir différemment pour pouvoir recréer cette démocratie avec les habitantes et les habitants? Bien sûr, il y a leur expertise d'usage, on l'a vu à travers le GEP Rafraîchir la ville, mais il y a aussi la compétence de chacune et chacun. Et comment, du coup, on peut arriver à en tirer profit au bénéfice de la ville. Et voilà. Et donc ça, je pense que c'est vraiment, moi, ce que j'en retiendrai. J'ai une idée en tête, notamment, je pense au budget participatif, aujourd'hui, qui sont un peu une boîte à idées, mais comment, à travers ce qu'on a pu faire comme travaux, on peut peut-être aller au-delà de ça, et comment on peut faire ensemble des budgets participatifs pour qu'ils soient vraiment participatifs. Donc voilà ce que je voulais dire de cette superbe expérience. Merci beaucoup. Alors peut-être un petit détour par la question du designer et de l'ingénieur, puisqu'on va donner la parole à Jérémy. C'est vrai que c'est deux approches de conception. Il y en a une où il y a un cahier des charges avec un aboutissement. Ingénieur, on veut absolument résoudre un problème dont on connaît ce qu'on veut atteindre en termes de résolution. Le designer, c'est un peu le contraire. Il ne sait pas où il va, mais il sait qu'il va trouver une solution. C'est pour ça qu'ils ne sont pas très sérieux. Je sais de quoi je parle. En tout cas, ils ne sont pas perçus comme ça. Et donc, c'est un peu les designers, on les pousse dans la piscine et puis ils trouvent comment ils vont apprendre à nager. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait avec Jérémy. Donc, ici, on a un très bon exemple de designer, c'est-à-dire qu'il n'a pas suivi le début des différents ateliers. Et puis, une fois que l'équipe des habitants, des élus, des agents ont commencé à avoir une cartographie assez grande, de près plus de 5 mètres, etc., où ils avaient mis toutes les étapes qu'ils voulaient faire, et on a appelé Jérémy à la rescousse en lui disant maintenant, il faut nous dessiner tout ça. Et puis, on l'a poussé dans la piscine, puisqu'on lui a dit en fait, approprie-toi ce travail-là, et on t'en dit pas plus. Débrouille-toi. Qu'est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends quelque chose? Et comment tu vas pouvoir arriver à le mettre en scène pour que ce soit accessible à tout le monde et donc à vous toutes et à vous tous. Alors, Jérémy, est-ce que tu peux nous faire part de cette expérience d'être poussé dans une piscine?
Merci Antoine. Antoine, quand il m'a invité sur le projet, effectivement, j'arrivais entre le 3e et 4e atelier, donc sur les 4. Et donc je découvre cette fresque en l'état et qui était très riche, très vivante. Mais effectivement, moi, arrivé dans ce grand bain, c'était diffus, un peu flou. Et donc ce que j'ai cherché à faire, ça a été un travail un peu d'herméneute, d'interpréter un petit peu cette fresque et de voir ce que j'en comprenais. Et donc j'ai essayé de capter cette richesse collective, de la traduire sans la trahir, de la structurer sans l'enfermer. Et donc il y a eu en fait 2 étapes pour cette fresque, puisque j'ai présenté une première ébauche de la fresque au 4e atelier, et on s'est aperçu que cette fresque était peut-être dans un premier temps trop théorique, peut-être même un peu verbeuse, et on a essayé elle était un peu hors sol, on a essayé de se demander comment on pouvait la rendre plus accessible, et pour ça on s'est dit que peut-être on pouvait l'illustrer avec un cas, alors pas vraiment un cas pratique, mais plutôt une sorte d'expérience de pensée qui serait à la fois très concrète et symbolique, mais qui ne se veut pas forcément réaliste. Et donc, je vous invite donc à aller voir cette fresque où on essaye d'illustrer à travers un exemple concret ces différentes étapes du Parlement du soin. Et donc, voilà, pardon, excusez-moi, je reprends un peu mes notes, j'ai perdu le fil. Donc voilà, l'idée d'illustrer cette fresque, c'était... pardon, excusez-moi, je bug, parce que je ne suis pas au bon endroit dans les notes. Donc d'illustrer non pas vraiment un cas pratique, mais plutôt une expérience de pensée qui se voulait à la fois concrète et symbolique, parlante, mais pas forcément réaliste. Donc l'idée, c'était d'inviter chacun à se projeter dans le Parlement du soin, à se repérer, mais aussi à débattre, voire à critiquer. Donc voilà, encore une fois, cette fresque, c'était pas seulement un résumé, mais plutôt inciter chacun à se sentir légitime, à s'approprier la démarche du Parlement du soin et à la penser collectivement. Merci beaucoup. Alors peut-être que ce que je peux vous inviter à faire, c'est imaginer ce dont vous auriez envie de prendre soin dans cette ville que vous habitez, et aller voir la fresque du Parlement du soin, et voir si vous comprenez ce qui est possible de faire et comment, et nous aider à améliorer ça, parce que ça ne va pas se faire en une seule fois, il va falloir expérimenter. Et franchement, tous les avis seront bons pour nous aider à être accessibles et efficaces par rapport à cette perspective d'un Parlement du soin. Merci à tous les 4. On va passer à au dernier témoignage, qui est justement celui qui est autour du travail qui a été fait avec une école primaire à La Garenne et avec des enfants sur une thématique très précise qui est celle de la préserver une vue. Et donc pour ça, je redonne la parole à Marcella et aux différents invités qui arrivent. Merci. Alors, donc en fait, pour ceux qui étaient ici dès le début, vous avez vu, les enfants ont déjà été ici, ils ont dû partir parce que c'était difficile de les garder. Mais pour cette table ronde, on a gardé Audrey quand même, qui est la designer en charge du projet. Et on aimerait donc inviter Marie-Dominique, élue à l'éducation, et Christophe, directeur d'éducation de la mairie, Jean, élu, pour échanger un peu avec nous sur le projet. Et pour faire ça, c'est notre dernier cycle avant les questions. Je vais quand même prendre à nouveau un petit extrait de la charte sur la thématique qui a été travaillée avec les enfants, qui est celle de la perspective. Alors, accéder à une vue dans l'espace privé ou l'espace public est une nécessité journalière. Voir l'horizon, voir la beauté, voir la lumière naturelle, voir précisément ce milieu dans sa capacité phorique élémentaire, ressentir par le sens de la vue comment ce milieu nous porte, nous inspire, nous soutient et sollicite notre prendre soin en retour. Audrey. Bonjour à tous. Est-ce que tu es vivante encore? Je suis vivante, je suis Donc Audrey, elle a piloté le dernier atelier avec les enfants aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ça. Combien d'enfants il y avait aujourd'hui? 58. 58. Ils ont été tous diplômés, petits designers urbains, après une année de travail. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, ce projet? Alors, on a fait en tout 10 séances avec 2 classes différentes, donc en tout 20 séances
avec les petits designers urbains qui sont du coup en CM1 et CM2 de l'école La Garenne. Alors au départ, on est arrivé avec l'objectif de justement comment travailler cette perspective-là à regard d'enfant, donc comment on traduit la charte pour les enfants, comment on les amène. Et moi, je suis designer de formation et c'était l'idée de leur donner les outils du design pour s'emparer de la charte et pour s'emparer notamment de cette question-là, la perspective, et comment aussi on peut donner, nous, une attention au regard de l'enfance dans les projets de citoyenneté ou les projets Ville-Forêt qui pourraient advenir dans l'avenir, quoi. Et à partir de là, nous, la première séance a été très importante et du coup, il y avait Antoine et Marcella avec moi qui étaient de comment on les initie à ces outils-là de design et comment on les invite à positionner leurs observations ou même à positionner leurs idées et pour ensuite leur donner forme sous forme de projets concrets ou sous forme de maquettes, de prototypage. Donc la première séance s'est faite sur l'école, donc on l'a nommé Perspective sur l'école. Ils nous ont, eux, amenés dans un arpentage. Ils nous ont montré eux, comment ils vivaient l'école au jour le jour. Et ensuite, nous, on les a invités à déplacer ce regard-là pour voir une autre version. L'un des objectifs principaux aussi, c'était vraiment à chaque séance, faire un lien avec la pédagogie. Donc en fait, l'idée, c'était pas d'avoir une activité uniquement créative, mais vraiment de prendre un point de la pédagogie qui devrait être traité en classe à table, et de le mettre à l'extérieur, de faire la classe du dehors, mais par le faire, par l'action, apprendre des notions. Par exemple, ils ont au programme de la cartographie, c'est quelque chose qu'ils doivent apprendre, donc placer les couleurs, placer une légende, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait en ville, en se déplaçant soit à la mairie, soit à la médiathèque, où ils ont pu à la fois faire ce travail de cartographie pendant 1h30, et à la fois aller interviewer les agents de mairie, des policiers, à la médiathèque, aussi beaucoup d'habitants. Donc ça fait énormément de masse, et à chaque fois, ils étaient équipés, c'est-à-dire qu'ils avaient des enregistreurs, des appareils photo, des tablettes, et on leur mettait vraiment dans les mains des outils professionnels qu'on leur expliquait en amont. Ensuite, on est passé à la forêt, et ça a été très intéressant, notamment avec ces aspects techniques-là. À l'école, autant, non même pas à la ville, mais surtout à l'école, ils étaient scotchés à la tablette pour faire justement les prises de vue, etc. Et dès qu'on est arrivé dans la forêt, c'était impressionnant à quel point ils s'en moquaient. C'était très très fort. Et donc du coup là on a plutôt travaillé les questions d'échelle, donc c'est quoi la vue, comment une fourmi elle voit, comment un humain il voit, comment, et du coup ils ont reproduit ça sous forme de dessin et de croquis, et on les a aussi équipés d'outils, de loupes, de microscopes, de jumelles, etc. pour qu'ils puissent justement percevoir tous les vivants de la forêt qui les entourent. Il y avait un autre point aussi que je trouvais assez intéressant quand on était à l'extérieur, c'est que les élèves qui sont assez dissipés en classe tout est un peu inversé. Les élèves assez studieux sont un peu perdus et les élèves dissipés sont très engagés, très investis dans les activités en extérieur. Donc c'est un peu une inversion des rôles. Et comme à chaque fois, moi je les faisais travailler en équipe, il y avait quand même une question du prendre soin entre eux qui était déjà très très forte, dans lequel ils devaient s'accompagner. Et justement, les équipes n'ont pas du tout été faites par affinité, mais par idée de projet. Donc après cette phase-là, on va dire d'enquête, qui a été une enquête à l'école, une enquête à la ville, une enquête à la forêt, ils ont fait une sorte d'atelier d'idéation, de brainstorming, où ils ont voté, ils ont donné des idées de projets pour la ville-forêt de demain sur la question de la perspective. Et ils ont fait un vote démocratique caché, genre vraiment comme. L'idée, c'était aussi que dans cette année-là, ils aient une sensibilisation à la citoyenneté. Donc, on a aussi quand même fait un peu les jeux de rôle en lien avec ça et même les reprendre. Et après, on a décidé de 6 projets ville-forêt. Et à partir de là, la co-création a commencé. Donc, on les a vraiment accompagnés sur la question des maquettes, mais vraiment à l'échelle. Donc, on avait des règles d'architectes, etc. Donc, ils ont commencé d'abord par des plans, puis après des maquettes qu'ils ont commencé à élever en carton. Et ensuite, on est revenu au Bourdieu pour les faire implanter dans la forêt. Donc, essayant de faire une échelle 1, mais plutôt avec des cordes, etc. Et là, il y a eu ce dernier atelier qui était pour la finalisation de la scénographie, où vous allez voir tout derrière nos panneaux, il y a, je pense, 6 ou 7 cabanes qu'ils ont faites pour illustrer leur projet. Et voilà, donc, moi, ce que j'ai trouvé super fort quand même dans le projet, c'était vraiment ce rapport à la sensibilisation à la citoyenneté qui a très très bien marché. Il y avait cet aspect-là de la pédagogie où les enseignants ont été très très présents et en fait à chaque atelier d'une classe à l'autre on avait une réunion de compte rendu et en fait on adaptait par rapport à la pédagogie ou par rapport au fait que les enfants n'avaient pas compris certaines choses, etc. On a aussi rajouté des aspects comme des QCM, des questionnaires pour justement rentrer dans les codes de l'administration et de la pédagogie.
Notre présence qui était très très importante, c'était les parents. Comme à chaque fois qu'on allait à l'extérieur, il y avait quand même, c'était très limité à 30 avec juste 2 personnes. À chaque fois, on avait des parents qui nous accompagnaient et qui étaient très engagés, et justement, qui pouvaient participer à ces idées de ville-forêt. Et dont je vous invite à découvrir ensuite les 6 projets que je peux présenter. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Non, mais non tu as une minute. Vas-y, une minute. Bon, du coup, je vous présente juste les 6 projets qu'il y a eu. Donc, on a fait 2 projets sur l'école, 2 projets sur la ville et 2 projets sur la forêt. Sur les 2 projets sur l'école, dans les thématiques qui sont revenues, c'était vraiment, mais comme ils étaient tous en CM2, dans la classe qui a fait ce projet-là, c'était qu'est-ce qu'on laisse comme trace à l'école, qu'est-ce qui se passe quand on s'en va, etc. Et du coup, ils ont voulu faire une sculpture mémorielle où chaque année, les CM2, avant de partir, mettaient leur prénom dessus, et que ça serait un rituel qui se reproduit chaque année, etc. Les deuxièmes, ils ont fait une cabane du silence dans la cour de récréation, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un groupe d'étudiantes, d'élèves qui lisaient beaucoup, et en fait, elles se retrouvent toutes cachées derrière des portes pour être au calme, pour lire à la cour de récré. Donc là, ils ont imaginé un espace qui serait séparé, en tout cas avec des petits bois, etc., qui empêcherait d'avoir le son et pouvoir lire tranquillement pendant la récré. À la forêt, on a eu une aire de jeu, un peu comme un acrobranche, mais vraiment sans aucune infrastructure, sans matériaux invasifs, quoi, tout fait à partir de la forêt. Donc du coup, les arbres sont vraiment les piliers de chaque jeu, et du coup, ils ont repris tous les codes, etc. Et nous avons aussi la cabane des perspectives, où c'est une cabane où les enfants ont choisi des vues particulières pour montrer et mettre en avant la vue du renard, la vue de la fourmi, etc. Et tout un récit autour de ça. Et à la ville, ils ont voulu faire un city-stade, parce qu'à l'école, dans le quartier de l'école, il n'y a pas de city-stade, mais on l'a un peu transformé en agora des écoles, que ce soit un lieu qui puisse chaque année faire des tournois inter-écoles, parce que d'après eux, ça n'existe pas. Mais Marie-Dominique m'a dit que oui, donc voilà. Et le dernier, c'était un quiz ville-forêt, donc c'est un quiz qui se passe à la fois dans la ville et dans la forêt. Voilà. Merci Audrey. Alors, donc, à Marie-Dominique et Christophe, je vous donne l'occasion de parler 1 minute et demie. Non, 1 minute chacun, hein, allez, sont gentils. Non, mais par contre, ce que j'aimerais vous poser comme question, et je pense que c'est quelque chose qui a été très fort pour nous, c'est qu'on a pu intervenir dans le programme scolaire. Incroyable. Expérience incroyable, s'insérer dans le programme scolaire. On dirait, si on demande à ChatGPT, est-ce qu'on peut intervenir dans le programme scolaire, je crois une chance sur 2 qui dit non. Alors, on l'a fait. Donc, on a réussi à ouvrir une classe alors que les classes sont fermées toutes les années. Et je dis ça, c'est vrai. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tous les documents, parce que comme Audrey nous demandait de plus en plus de matériaux pour faire des maquettes, on a fini par demander une salle. Et ils nous ont donné une salle qui a été désoccupée dans l'école. Oui, avant, il y avait une classe et la classe avait été fermée. Et donc, on a dit, waouh, c'est notre classe à défendre. On a ouvert une ZAD à l'intérieur de l'école. Chut. Et Stéphane, couvre les oreilles. Et en fait, cette classe, elle a duré toute l'année scolaire. Et on a pu modifier le programme scolaire avec la générosité et le soutien des deux enseignants qui nous ont alloué quasiment 2 heures tous les 15 jours pour le programme. On les a adaptés pour que le programme puisse contenir des maths, puisse contenir un tas de choses. Et donc, du coup, la question que vous n'avez pas 3 heures pour répondre, c'est... Donc, c'est bien possible d'adapter le programme scolaire, créer des classes dehors et proposer une ouverture autre que la rigidité du système aux enfants. Est-ce vraiment possible ou est-ce qu'on a rêvé ensemble cette année ? On a rêvé, ça c'est sûr, parce que c'était une super année qui est passée très très vite avec vraiment un projet incroyable qui a mobilisé 2 classes, des enseignants, des parents, voilà, toute une équipe. Un service aussi support. Merci Christophe. On a rêvé parce que, alors oui, bien sûr, le programme, il est figé, il est sévère, etc., etc. Mais dedans, on peut y trouver ce qu'on veut pour faire des choses, je disais tout à l'heure, à côté. À côté, se laisser la possibilité d'expérimenter, de tester, apprendre ensemble autrement. Et ça, c'est fondamental parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans les classes, c'est un peu difficile pour les élèves de rester assis. Donc, il faut bien faire autrement. Et je crois que tout ce qu'ils ont appris cette année, j'en ai vu un petit bout tout à l'heure qui m'a vraiment beaucoup touchée. Ils avaient très, très envie tous de parler
à la scène, là. Mais ils se mettaient par groupe et ils s'organisaient. Toi, tu dis ça, toi, tu dis ça, moi, je vais dire ça. Et ça, pour moi, c'est juste fantastique parce que, au-delà de tout le travail qu'il y a eu sur la perspective, prendre soin, c'est ça, c'était ces petites choses toutes simples. Et ben, malheureusement, l'actualité aujourd'hui fait que oui, il faut apprendre à nos enfants à prendre soin d'eux-mêmes, de leurs camarades, de l'environnement, de plein de choses pour vivre ensemble dans cette belle ville de Saint-Médard et ailleurs. Et les beaux espaces qui nous font du bien, ils nous soignent, oui, c'est vrai. Donc oui, on peut. Ah, super. Christophe? Il me reste 30 secondes. Ça. Oui. Non, moi je veux juste rajouter, c'est sur la partie inclusion, effectivement, par rapport aux enfants. Audrey l'a précisé tout à l'heure, effectivement, on a des enfants qui ont du mal dans le secteur classique scolaire assis et qui s'épanouissent en fait quand ils sont dans des classes en dehors. Et en fait, sur l'éducation, moi je vois depuis 4 ans que je suis en poste, je découvre des pédagogies alternatives un petit peu, où j'ai vu des classes élémentaires qui ressemblaient à des classes maternelles parce que je n'ai pas des tables et des chaises face à un bureau, tout le monde orienté dans le même sens, on est dans un sentiment d'être dans des petits îlots comme dans des classes maternelles. Donc aujourd'hui, oui, il y a une recherche grâce aux enseignants. Donc des fois, on parle négativement de la liberté pédagogique, mais je crois qu'il faut le positiver parce que justement, on a des enseignants qui recherchent à dynamiser, à travailler autrement. Et l'aspect de l'inclusion, c'est l'avenir de demain. On sait qu'on a des instituts spécialisés qui ferment de plus en plus, donc on a un maximum d'enfants avec des besoins éducatifs différents et qui ont ce besoin-là de pouvoir apprendre, de pouvoir être épanouis, de pouvoir c'est l'inclusion avec tous les enfants et faire les futurs citoyens de demain. Donc je pense que c'est un axe fort qui peut être développé au travers notamment de l'inclusion de tous ces enfants. Merci beaucoup. Alors, je voudrais juste remercier parce que les enseignants se sont engagés dans ce projet avec les parents, on l'a dit, aussi avec l'aval de l'inspectrice de circonscription qui ne peut pas être avec nous ce soir, qui s'en excuse. Mais voilà, il y a quelques initiatives comme ça qui peuvent être encouragées. Et on parlait de l'école du dehors et dans la dernière formation éducation nationale, la majorité des enseignants étaient des enseignants de Saint-Médard. Donc, c'est possible. Super, merci beaucoup. Alors là, on les applaudit. Merci. Alors, pour les 10 minutes qui nous restent, ce que je veux faire, c'est que je vais remercier Audrey. Audrey, tu peux partir. Et je vais garder les citoyens. Donc moi, je vais rappeler sur scène Laurence et Sabine, si elles sont encore là. Si elles ne sont pas parties. Elles sont parties? Ah non, elles sont là. Laurence et Sabine. Je veux aussi Élise. Sophie, Bruno et Bruno. Et voilà, vous venez. Et maintenant, Bruno, venez. Et maintenant, je vais prendre vos questions. Et ce sont les citoyens qui vont répondre, puisque nous, l'équipe, on sait qu'on peut soutenir la réponse. Mais ce qui est important, c'est que si vous avez des questions, je pense qu'elles soient répondues par ceux qui ont vécu le projet, par les 100 Médardais et 100 Médardaises qui ont vécu le projet. Donc, j'ouvre la place aux questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ? Ah, bon, du coup, attends, je vais demander quelqu'un qui fasse... Ouais, merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Marie-Odile Picard. Je suis conseillère municipale d'opposition et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt toutes les interventions. J'ai été particulièrement émerveillée par les enfants, il faut le dire, qui ont été particulièrement enthousiastes sur ce projet. Alors moi j'ai quand même quelques petites questions puisque c'est une démarche qui a été votée par le conseil municipal. Nous, non, on ne l'a pas votée, en toute sincérité. Mais bon, peu importe, hein, là n'est pas la question. Tout simplement, je voudrais vous poser la question en ce qui concerne l'EHPAD, notamment en ce qui concerne toute la partie de la mort. Est-ce que tous ces beaux projets ne se heurtent pas finalement aux réalités financières ? Les EHPAD, on le sait, la grande majorité de nos EHPAD en France sont déficitaires. Alors il y a tout un tas de choses qu'on peut très facilement mettre en œuvre, comme des t-shirts, des couleurs dans les EHPAD. Mais on oublie les difficultés de recrutement, les difficultés que vivent les personnels au quotidien
quand il s'agit de s'occuper de nos résidents. En ce qui concerne la mort également, on se heurte avec des décisions, par exemple de Bordeaux Métropole, qui a décidé de réduire les concessions mortuaires de 30 ans jusqu'à présent à 10 ans. Est-ce que là, on ne va pas se heurter également à une difficulté face à la thématique de la mort? Parce que les thématiques de la mort, finalement, c'est quelque chose de très personnel. Et est-ce que la mairie a s'immiscé dans quelque chose de personnel? Moi, personnellement, je ne le crois pas. Mais ça n'est que mon avis personnel. Alors, du coup, j'ai la question. Est-ce que le projet, donc pour l'EHPAD et pour les soins morts, est-ce qu'il se heurte à des difficultés du quotidien? Les résidents ont pu s'exprimer effectivement sur la décoration, par exemple, d'un mur de la salle à manger du rez-de-chaussée. Ce projet est venu rencontrer un autre projet auquel on a répondu. C'est la conférence des financeurs qui l'a entièrement financé à 100%, avec l'intervention d'un graffeur, un slammer et une danseuse. Et là, actuellement, il y a déjà une première fresque qui a été terminée. Et donc, ça coûte 0 à l'EHPAD, en fait, mis à part mon travail, mon intervention. En ce qui concerne l'aménagement de la tisanerie de l'étage, puisque c'est la revendication première de casser les murs, eh bien là c'est pareil, on a fait un marché de Noël, on va faire un vide-grenier samedi comme je vous ai dit, et puis les sous récoltés vont servir à chiner différents objets, comme on a pu le faire déjà pour le bistrot chez Simone, qui a été entièrement aménagé grâce à ce qu'on a gagné au vide-grenier, au premier vide-grenier que nous avons fait. Voilà, et puis après, moi j'invite les citoyens à venir nous amener, je sais pas moi, une petite chaise, un vase, un panier en osier, des choses comme ça, puisque le thème c'est bord de mer. Donc tous les dons sont les bienvenus, je vous remercie. Merci Laurence. Alors, concernant le soin aux morts, donc en effet, même au-delà de Bordeaux Métropole, c'est notre législation qui donne un cadre. Et aujourd'hui, le cadre, il est là et on ne peut pas passer outre. Donc, par exemple, on ne peut se faire enterrer que dans un cercueil aujourd'hui. Donc ça, c'est national, on peut pas aller au-delà. Par contre, on peut commencer à réfléchir et à mettre des choses en place qui sont possibles aujourd'hui pour faire évoluer nos concessions. Il y a déjà beaucoup d'exemples. En France, il y a le cimetière de Niort, le cimetière du Souchet, qui est une référence. Et après, vous avez plein de choses qui se développent partout en France, des petites choses. Dans des concessions, par exemple à Nancy, je crois, ils développent de semer des fleurs des champs entre les intertombes. Dans une autre ville, ils vont faire intervenir des chèvres. Voilà, pour pouvoir remplacer les tondeuses. Dans d'autres villes, ils vont dédier un espace à des concessions écologiques avec des règles pour cet espace précis. Donc, on ne revient pas sur ce qui se fait aujourd'hui, c'est juste qu'on ajoute des choses et on propose, l'idée c'est de diversifier ce qui est possible. Ensuite, Bordeaux Métropole a fait son choix sur les 10 ans. Par contre, nous, l'aspect positif de Bordeaux Métropole, c'est qu'aujourd'hui, ils financent un plan pluriannuel sur 4 ans de reprise de concessions. Donc c'est un gros sujet en France aujourd'hui. On n'a pas assez de place dans nos cimetières, c'est national. Et là, on a engagé, dès l'année dernière, on a fait 25 reprises de concessions et on va continuer sur les années à venir et on est subventionné par Bordeaux Métropole. Donc oui, il y a des cadres des fois qui sont contraignants, mais il y a des actions possibles à plein de niveaux. Aussi, nous, on souhaite développer notre communication. C'est quelque chose qu'on peut faire. Donc oui, il y a des contraintes, mais il y a quand même plein de choses à faire. Merci Élise. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les publics? Je vois les amis du Parlement du soin. Souvent, pendant les ateliers, ils posaient pas mal de questions, ils étaient très bavards. Là, ils ne posent pas. Je n'ose pas trop les regarder, je n'ai pas les contraintes. Ah, bah voilà. Je savais. Je savais que j'allais parler. Oui, pour le Parlement du soin, on a eu une discussion sur l'aspect politique du Parlement du soin. Et on n'était pas forcément tous d'accord que l'engagement dans le Parlement du soin soit un acte politique, un véritable acte citoyen. Chose que moi, je suis là pour ça. C'est-à-dire que j'estime que le citoyen, dès lors qu'il pense, il est politique.
et qu'aujourd'hui, le citoyen, il pense une fois tous les 6 ans en mettant un bulletin dans l'urne. Et je pense qu'il faut qu'en tant que citoyen, on se réapproprie notre pouvoir. Et le pouvoir, je pense qu'il commence par participer. Voilà, donc ça c'est le sens de mon engagement. J'ai fait la Convention citoyenne, j'ai fait le Parlement du soin. On verra la suite. Et donc, je voulais savoir ce que les élus, ce que les gens qui sont ici pensent effectivement du caractère politique de l'engagement des citoyens et comment on peut entendre la parole des citoyens quand elle se présente et comment on peut y répondre. Parce que je sens que dans les ateliers, pour les enfants, il y a quelque chose qui naît, c'est-à-dire il y a un espoir qui naît. Le drame serait de ne pas y donner suite. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de cet espoir qu'on a fait naître et qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Comment la parole des enfants, des citoyens, des élus, des membres... J'étais très content qu'au Parlement du soin, il y ait des membres du personnel de la mairie parce qu'on prend conscience de leurs difficultés, de l'intermédiation qu'ils ont à faire aussi avec nous en tant que citoyens. Et donc, toutes ces questions qui ont été posées, comment, dans l'avenir, on y répond? Je veux bien un peu. Ouais. Merci Pierre. Moi, je crois que c'est infiniment politique tout ça, oui, très clairement, puisque moi, je pars d'un postulat de base qui est le politique, c'est l'habitant. Et que l'élu, dans son rôle, c'est l'animation de cette vie politique au sens large. Donc je rejoins tout à fait ce que tu dis. Et il faut qu'il y ait une continuité. Il faut que ce qu'on est en train de faire là s'inscrive sur du temps long, sur une réflexion globale de co-construction ensemble, que ce soit au niveau de ce qui a été évoqué pour les enfants. Voilà, ça serait malheureux que ça soit juste un coup d'épée dans l'eau, comme on dit, là, et que derrière, il n'y ait rien. Donc il faut que tout ça s'inscrive au-delà des mandats municipaux sur une logique de temps long, d'une réflexion globale de co-construction d'une ville, parce que se prendre soin, il se fait pas en 2 minutes. C'est pas un projet juste prendre soin. C'est pas construire un bâtiment. C'est changer nos façons, nos pratiques, nos façons de faire. Et même par rapport à la question de Marie-Odile tout à l'heure, il faut qu'on apprenne aussi collectivement. Ça a été dit la semaine dernière par Elisabeth qui est intervenue là pour parler de ce qui se passait un peu partout dans les villes ensemble. Par rapport au budget, il va falloir qu'on apprenne à renoncer des fois à certaines choses et qu'on apprenne à le faire collectivement. Donc il faut qu'on travaille ce renoncement ou cette façon différente de faire. Il faut qu'on la travaille collectivement. Et si on le fait que entre élus, on va droit à je sais pas quoi, mais à quelque chose que j'ai pas envie de voir. Voilà. Merci Bruno. Je vais prendre une dernière question et après on va faire une pause avant la conférence de 18h. Cécile. Oui, bonjour. Écoutez, moi c'est plutôt un grand remerciement à tous. Moi j'ai participé donc au Parlement du soin. J'avoue que ça restait quand même un tout petit peu intellectuel. Hein. Ouais, des trucs là, j'ai un petit peu de mal à pouvoir le restituer. Cependant, c'était extrêmement enrichissant. Et un immense merci à tous, à la fois aux équipes de la mairie d'avoir organisé tout ça, à toute l'animation par Antoine et Marcella notamment. Et un très grand merci à vous tous qui avez témoigné aujourd'hui. Je trouvais ça à la fois très intéressant, mais surtout enthousiasmant. Et ça met du baume au cœur de se dire que quand on prend les choses simplement et qu'on décide d'aller interroger, d'aller faire travailler, d'expérimenter avec ceux qui sont là au quotidien sur les sujets, ça donne de très belles choses. Voilà. Et mon fils, quand il était petit, disait « avec un bon état d'esprit, on fait des belles choses ». Et je crois que là, il y avait un très bon état d'esprit. Et donc j'espère que tout ça va continuer dans le même état d'esprit et qu'on arrivera de plus en plus à associer d'autres citoyens à ce genre d'expérimentation qui sont vraiment très belles. Merci beaucoup. Merci. Bon. Alors, sur ces belles paroles, 17h31, la ponctualité est au rendez-vous. Donc, je vous propose de faire une pause et rendez-vous ici à 18h pour la conférence de Cynthia, Antoine et Stéphane. Merci beaucoup.